on voit bien maintenant le défi qu'il faut relever, et nous sommes quelques-uns à considérer, de droite comme de gauche d'ailleurs, que les minutes de silence, aussi nécessaires soient-elles, ne font pas une politique. Et qu'il faut maintenant prendre vraiment toute la dimension du problème. Et pas simplement dans le court terme. L'état d'urgence dans lequel nous sommes placés depuis le 13 novembre, enfin le 15 novembre, est une situation qui ne peut pas être une situation permanente. Elle n'est là que pour faire ce que l'on peut en attendant mieux. Je crois qu'en vérité, c'est un changement complet de politique publique qu'il nous faut mettre en œuvre. Je l'ai évoqué d'ailleurs très longuement, puisque c'est un des piliers du projet que je propose et que je décris dans mon livre « Le sursaut français ». Je crois qu'en réalité, il y a derrière tout cela deux grands rendez-vous. Premièrement, un rendez-vous de commandement, au sens le plus noble du terme. Et deuxièmement, sur le fond, un rendez-vous autour d'un thème qui doit, à mon sens, être la clé de voûte du projet politique que nous aurons, nous, à proposer pour le prochain quinquennat, qui est le mot de sécurité. Il faut acter que notre pays est sous-sécurisé. Le fil conducteur du projet que je propose aux Français, c'est de renouer avec l'obligation de résultat. Notre sujet de sécurité commande que ce soit toute la chaîne de sécurité qui soit déployée. Que les failles, elles sont partout. Elles sont partout parce qu'en réalité, ben voilà, on a baissé la garde. Que voulez-vous que je vous dise? C'est ça notre sujet. Et puis, naturellement, traiter le problème des vrais et des faux imams. Parce que vous avez derrière tout cela, ne nous trompons pas, l'absence d'organisation du culte musulman dans un certain nombre de nos pays est une source de problème. Puisqu'aujourd'hui, n'importe qui peut s'auto-proclamer en charge de dire ce qu'est la religion. Il y a un moment où ça n'est pas tenable. C'est d'ailleurs pour cela que je propose dans mon livre qu'une bonne fois pour toutes, on assume que lorsque l'on ait une certification pour ne pas que n'importe qui deviennent imams. Bien sûr que le niveau européen, aujourd'hui, est un niveau défaillant. Donc, bien sûr qu'il y a des failles européennes. L'affaire du PNR, de ce point de vue, est d'une tristesse incroyable. Enfin, c'est inouï qu'on n'ait pas l'unanimité pour adopter le PNR. Il faut revenir sur ce terrain du renseignement. Il faut faire en sorte que nous puissions donner des moyens très significatifs. Mais il faut aussi, je le répète, des effectifs. Naïveté, angélisme, on peut trouver des tas de mots qui soient un peu synonymes. En réalité, c'est le résultat de, allez, combien, 15, 20 ans de politiquement correct, de bien-pensance. Vous savez, lorsque j'ai proposé le concept de droite décomplexée, qui visait pas du tout à être extrémiste, comme certains bien mal intentionnés ont voulu le dire, mais à simplement rappeler qu'une politique publique devait reposer sur 3 piliers. Premièrement, des valeurs. Et pour moi, les valeurs de la droite, elles sont aussi respectables que les valeurs de la gauche, sauf que quand c'est de droite, il faut s'en excuser. Deuxièmement, le fait que la main ne tremble pas quand il faut décider. Et troisièmement, de nommer les problèmes. Le fait de nommer un problème génère immédiatement des polémiques complètement à côté de la plaque, qui se traduisent généralement, pour que les polémiques prennent forme, par des amalgames visant à discréditer celui qui les dit. Et dans le domaine qui nous intéresse, celui du terrorisme, il y a sous-jacent celui du communautarisme. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est quelle réponse face à ceux qui sont immédiatement dangereux. Vous voyez bien qu'une mesure comme celle-là n'apporte pas cette réponse. Donc je mets en garde. Je crois que le vrai sujet pour nous, aujourd'hui, il est celui que je dis. C'est-à-dire, comment est-ce que les pouvoirs publics organisent le commandement de telle manière que cet ennemi soit éradiqué. L'État doit resserrer son périmètre d'action, se concentrer sur ce qu'est sa première mission, qui est la mission régalienne, dans laquelle j'inclus la sécurité, la justice, la laïcité, la politique d'immigration, la politique de défense, la diplomatie, le cœur de l'État. Les autres missions,
Je pense en particulier à la mission d'éducation et à la mission de protection sociale. Ce sont des missions qui doivent être réexaminées pour qu'on se fixe une obligation, comme pour les missions régaliennes, de résultats, et pas une obligation de moyens. Car le paradoxe, c'est que nous avons mis beaucoup de moyens dans l'éducation pour des résultats qui sont moins bons, et que nous avons mis moins de moyens dans la sécurité pour des résultats qui sont moins bons. Ben voilà, c'est QFD. Je propose que dans notre pays, on arrête cette idée selon laquelle travailler pour l'État ou pour une collectivité locale signifie avoir l'emploi à vie. Ce qui me paraît très important, c'est que chacun comprenne que nous sommes dans une époque où il faut faire le lien entre effort national et effort individuel, mais ne pas le considérer, le terme d'effort, comme une hausse d'impôts, mais comme une manière de produire plus. Vous avez là une des innombrables illustrations de ce qu'on ne veut plus. Et je dois vous dire, à contrario, que c'est certainement l'un des moteurs les plus forts de ma candidature à la primaire de la droite et du centre, et si les circonstances le permettent et que les Français le veulent, à ma candidature à l'élection présidentielle. C'est pour moi le reflet, hélas, parfait de l'absence de leadership de notre pays. Cette crise, elle est d'abord liée à l'absence de leadership dans notre pays. Formule que j'ai rattachée à celle qu'utilisait Jacques Chirac, qui, comme vous le savez, m'a beaucoup appris en politique. Un chef, c'est fait pour cheffer. Tout est dit. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec la déchéance de nationalité? Pourquoi est-ce que c'est devenu ce lamentable théâtre d'ombre? C'est tout simplement parce que le président de la République a changé 3 fois la règle du jeu. Au départ, il s'agit de dire clairement que pour les binationaux, il y a déchéance de nationalité puisqu'il n'est pas question de le faire pour des apatrides. Voilà que la gauche s'en émeut. Ah, mais ça va stigmatiser les binationaux. Pas du tout. Ça concerne des gens très précis, dans des situations très précises. Bon. Mais on ne veut pas déplaire à la gauche. Donc on enlève la référence à la binationalité, ce qui fait que ça devient incompréhensible et que ça laisse en plus le risque de conflits juridiques majeurs par rapport à la question de l'apatridie. Le Sénat, dans sa sagesse, dit, écoutez, on fait du droit, donc on ne fait pas n'importe quoi, donc on rétablit, évidemment, le terme de binationalité qui était, Monsieur le Président de la République, votre formule initiale. Moi, d'ailleurs, dans un esprit constructif, j'avais bien voulu signer, même si je n'étais pas emballé, voter, la version modifiée, pour que ça passe, pour qu'on ait quand même un petit quelque chose, que l'État ne soit pas ridicule. Mais le Sénat ayant fait ce qu'il a fait, et ce n'est pas à lui qu'il faut en vouloir, bon, eh bien, on est aujourd'hui complètement bloqué. L'une des raisons de mon engagement dans cette campagne, c'est de dire, m'inspirant de mon expérience de maire de Meaux, où j'ai vu concrètement comment on peut avoir des résultats positifs dans les politiques publiques que l'on conduit, je m'engage avec l'idée de rétablir un leadership et de le faire avec un processus de décision assumé, d'où la politique de gouvernement par ordonnance que j'ai théorisée dans mon livre et dont je parle depuis des années. C'est la liberté d'exercer son culte, si on le souhaite, à condition qu'on respecte le culte des autres et qu'on respecte les lois de la République. Je dis que l'État a pour mission de veiller à ce que les cultes soient organisés de telle manière qu'ils ne soient pas une nuisance pour les autres et qu'ils soient conformes aux lois de la République. Et ainsi, vous retrouverez naturellement tout ce qui permet le vivre ensemble. Le seul sujet sur lequel nous avons de véritables difficultés, tous autant que nous sommes, quels que soient d'ailleurs les cultes qui sont pratiqués, c'est aujourd'hui l'organisation du culte musulman. Sachant que, je peux en témoigner en tant que maire de Meaux, une écrasante majorité de nos compatriotes de confession musulmane veulent pouvoir exercer leur culte dans la définition de la laïcité que je vous ai dite. C'est en lisant un texte dont on m'avait assuré qu'il était quasiment le texte définitif que je me suis rendu compte que parmi les dispositions reprises du rapport Badinter se trouvait une disposition prévoyant de facto l'introduction de la pratique religieuse dans le Code du travail, ce qui n'avait jamais été le cas. Alors, là-dessus, je dois dire que la défense de la ministre, ce qui explique sans doute son agressivité, est assez faiblarde, puisque cette défense consiste à dire « mais quel est le problème ?
c'est à droit constant. Il a toujours été dit dans les principes généraux du droit français que nous avions la liberté religieuse. Oui, merci, ça, on est bien au courant que la liberté religieuse fait partie des libertés fondamentales. Là où ça se complique un tout petit peu, c'est que le droit constant dont elle parle, eh ben, le droit constant, il est très flou. Et que comme il est flou, le rôle du législateur n'est évidemment pas de le rendre encore plus flou. Et c'est ce qui est en train de se passer. Enfin, à droit constant, on parle bien de la laïcité qui ne s'applique qu'au secteur public et pas aux entreprises privées. Ah oui. Alors, si on va jusqu'au bout de la logique, ça veut donc dire que, suivant ce que vous venez de dire, en l'inscrivant comme on le fait dans le préambule, je rappelle que le préambule, dès lors qu'on le met dans le préambule, ça intègre le bloc complet, que l'on parle ainsi de la liberté de manifester sa religion, on rentre dans un système dans lequel, de facto, et ensuite de jure, le droit, les salariés pourront revendiquer de pratiquer, de manifester leur pratique religieuse, et qu'il appartiendra à l'employeur de s'y opposer s'il considère que c'est contraire à l'intérêt de la marche de son entreprise. Mais c'est déjà le cas. Mais attendez, ne me dites pas c'est déjà le cas. Nous sommes dans le vide juridique le plus total. Et c'est justement parce que cette situation est totalement floue que l'on laisse aujourd'hui des employeurs dans des situations de vulnérabilité extrême. Enfin, je ne sais pas, on parlait tout à l'heure de naïveté, d'angélisme. On ouvre les yeux quand dans notre pays? Quand? Et je dis, pardon, c'est pas du tout à vous que je parle, mais tout le monde. À partir de quand? On est au courant de ce qui se passe à la RATP. Ce qui compte, c'est la flamme qu'on a en soi. C'est le projet qu'on porte. Moi, j'ai compris, à travers ces 18 mois de réflexion solitaire, de résilience, j'ai compris, en fait, que je devais reprendre la cordée, après m'être posé quelques questions, et que je devais le faire parce que ce que je portais pour notre pays, que j'ai fondé essentiellement sur mon expérience de maire de Meaux, qui est une petite France. Vous savez, la ville de Meaux, c'est une petite France. Avec ses 60 000 habitants, avec ses 53% de logements sociaux, ces problèmes que j'ai connus au départ et que j'ai résolus, de délinquance, d'intégration difficile, de communautarisme, pour lesquels j'ai vu que des réponses existaient, eh bien, je me suis dit, mon rêve, en fait, c'est de faire pour la France ce que j'ai fait pour Meaux. Mon défi, c'est qu'on veuille bien peut-être enlever un tout petit peu la caricature, qu'on veuille bien passer outre cette caricature, qu'on veuille bien m'écouter un petit peu, partager avec moi les idées que je défends, lire mon livre, et peut-être se dire que finalement, derrière ces caricatures, il y a peut-être quelqu'un qui, s'il est aussi déterminé, a peut-être des vraies raisons de porter un projet de leadership pour le pays. J'ai choisi comme slogan pour cette première partie de campagne la formule « On ne recule plus ». On ne recule plus.